digitale en Afrique. C'est la 3e journée. J'espère que vous avez profité des débats des 2 jours précédents. Cette journée va être une journée vraiment intéressante. Je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je suis Awiya Mohamed et je suis la cofondatrice de Afrobytes. Alors très rapidement, en quelques mots, Afrobytes, c'est une marketplace, en tout cas une place de marché B2B, où l'on rapproche les écosystèmes tech africains avec les écosystèmes tech européens. Et ça se matérialise chaque année par une conférence que nous donnons au MEDEF. Alors, encore une fois, je me réjouis vraiment de passer cette journée avec vous et je remercie surtout CEO Mag, Mohamedou Diallo, ainsi que David Gaye, car les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui sont des sujets essentiels, sur le plan notamment opérationnel. Il y a quelques années encore, je me souviens, quand on parlait du digital en Afrique, certaines personnes me riaient au nez. Aujourd'hui, les yeux sont tournés vers le continent, un continent qui a de plus en plus, ou en tout cas, à une part croissante du digital dans le PIB d'un certain nombre de pays africains, un numérique qui va atteindre d'ici 2025 10% dans le continent entier, ce qui n'est pas anodin. Cette dynamique, ces usages inédits, spécifiques au continent, inspirent le monde entier, changent aussi les logiques de marché, mais surtout, ils sont en train de changer fondamentalement les relations qu'a le continent africain, pardonnez-moi, avec le reste du monde. Alors pour commencer cette journée, je vous demande d'accueillir Monsieur Meston, directeur exécutif de chez Atos, qui va nous parler en effet d'un sujet qui est la transformation digitale. Donc en Afrique, le continent justement de la transformation digitale. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des administrations publiques et les services de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, je suis très heureux d'introduire ce matin donc cette 3e journée des Assises de la transformation numérique. J'ai choisi en fait de me focaliser sur le thème de la donnée, parce que la donnée est au cœur de la transformation digitale. Et donc je vais développer l'idée suivante, que la donnée, c'est une chance pour la révolution de la donnée, c'est une chance pour l'Afrique. J'ai organisé mon intervention en fait en 3 parties. La première, donc je vais qualifier cette révolution de la donnée. La deuxième partie, je montrerai en quoi cette révolution de la donnée est une chance pour l'Afrique. Et dans une 3e partie, j'insisterai sur ce qui sont pour moi les leviers clés, prioritaires, stratégiques à mettre en œuvre au niveau d'un pays, d'un continent, pour tirer parti de cette richesse de la donnée. Donc première partie, la révolution de la donnée. Alors, j'ai choisi le mot révolution parce qu'il s'agit d'une véritable révolution industrielle. De la même façon que la vapeur, le pétrole, l'atome, l'électricité ont créé des révolutions industrielles, la donnée est en train de créer une nouvelle révolution industrielle. Et cette nouvelle révolution industrielle de la donnée trouve ses racines dans 5 ruptures technologiques majeures et concomitantes. Cette première rupture technologique, c'est en fait la multiplication du nombre de données. Alors bien sûr, du fait d'Internet, du fait des réseaux sociaux et du fait des capteurs en tout genre. Je vais partager quelques chiffres frappants avec vous. Chaque minute de chaque heure, il y a 370 000 tweets émis. Il y a chaque minute 4 millions de messages postés sur Facebook. Il y a chaque année 7 milliards de photos postées sur Facebook. Chaque minute, des centaines de millions d'objets connectés, de capteurs, génèrent des milliards d'informations. Je vous donne un exemple. Vous prenez le cas d'une turbine, d'une simple turbine électrique. Elle est équipée aujourd'hui d'environ 5000 capteurs pour améliorer son fonctionnement. Et ces capteurs, chaque minute, aussi génèrent des dizaines de millions d'informations. Tant et si bien qu'en 2015, je pense que c'est un chiffre qui doit retenir toute votre attention, en 2015, l'humanité, le monde a créé plus de données que pendant toute l'histoire de l'humanité, donc en un an. Et ça va en s'accélérant. En 2007, on a inventé une nouvelle mesure pour compter ces données, c'est le iota-octet, c'est 1000 milliards
de 1000 milliards de données, 1000 milliards de données produites en 2017. Donc la première rupture technologique, c'est l'accroissement phénoménal du nombre de données. La deuxième rupture technologique, c'est qu'au même moment, la puissance informatique explose. Et je ferai le parallèle avec le pétrole, puisqu'on parle de révolution industrielle. Le pétrole brut, il n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, c'est une fois qu'il sort, une fois qu'il est utilisé, qu'il est traité, qu'il a de la valeur. La donnée, c'est la même chose. Mais il faut être capable de traiter ces milliards de données. Et là, la rupture technologique, elle est au niveau des machines, des calculateurs, ce qu'on appelle les supercalculateurs. Aujourd'hui, on fabrique des calculateurs qui ont une puissance pétaflopique. Alors, un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Donc ces ordinateurs, ils sont capables de traiter cette information. Alors, juste pour vous dire à quoi ça correspond, un million de milliards d'opérations par seconde, un ordinateur pétaflopique est capable de lire en une seconde 1 milliard de livres, d'ouvrages de 300 pages. Et l'humanité en a créé 150 millions. Donc vous voyez la puissance de ces machines. Alors ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de ce qu'on appelle la loi de Moore, Gordon Moore, qui en 1965 avait émis cette hypothèse qui s'est avérée juste. Tous les 2 ans, on peut multiplier la puissance des puces électroniques, parce qu'on multipliait par 2 le nombre, tous les 2 ans, on multiplie par 2 le nombre de transistors sur une puce d'1 centimètre carré. Alors en 1965, il y avait 2000 transistors sur une puce. Mais on a multiplié par 2 tous les 2 ans. Aujourd'hui, on arrive à 100 milliards de transistors sur une puce. Donc vous imaginez bien qu'il y a une limite. La limite va être atteinte en 2020. On arrivera à ce qu'on appelle l'ordinateur hexaflopique. C'est 1 milliard d'opérations par seconde. Par contre, ça ne suffira pas et on atteint une asymptote. À partir de 2020, il y aura un relais dans l'informatique, dans la puissance des calculateurs. C'est l'informatique quantique qui permettra d'aller beaucoup plus loin, qui apportera une puissance exponentielle par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. La troisième rupture technologique, parce que ça ne suffit pas d'émettre ces données, ça ne suffit pas de pouvoir les traiter, mais il faut être capable de les traiter partout, ici, dans toutes les entreprises, dans les universités. Et c'est là où la troisième rupture technologique nous aide, c'est le cloud. Ça permet de dématérialiser cette puissance de calcul et de l'apporter à façon, à la demande, à toute entreprise, tout centre de recherche. Je donnerai un exemple qui est celui d'Atos. D'abord, Atos est le seul fabricant aujourd'hui en Europe de ce qu'on appelle des supercalculateurs, les HPC, les High Performance Computers. Donc nous fabriquons des ordinateurs de 30 pétaflops, donc vous souviendrez, 30 millions de milliards d'opérations par seconde, face à quelques concurrents japonais, américains et chinois. Et aujourd'hui, une de nos offres, c'est le HPC, donc le supercalculateur à la demande. Donc le cloud permet de décentraliser, de dématérialiser, de délocaliser cette puissance de calcul. Troisième rupture technologique. La quatrième, et c'est pour moi peut-être la plus forte, c'est l'intelligence artificielle. Alors d'aucuns pourraient être étonnés qu'on mentionne l'intelligence artificielle comme une rupture, parce que ce n'est pas un terme nouveau, ce n'est pas un concept nouveau. Mais effectivement, l'intelligence artificielle le mot intelligence artificielle a été inventé en 1956 par un jeune mathématicien brillant, John McCarthy. Il avait 29 ans à l'époque. Il s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait reproduire le fonctionnement du cerveau humain grâce à une machine. Donc il a invité à son université à Dartmouth un week-end les meilleurs esprits du monde en termes de mathématiques, d'informatique, de sciences neurologiques. Ils ont réfléchi et ils sont venus avec ce terme d'intelligence artificielle. Par contre, ça n'a pas beaucoup progressé parce que notamment,
on connaissait peu et on connaissait moins le cerveau que ce qu'ils pensaient le connaître à l'époque. Ça s'est fortement accéléré depuis quelques années pour deux raisons. D'abord, la puissance des machines, donc les machines pétaflopiques. Le cerveau, c'est 5 à 10 pétaflops. Vous voyez, donc les machines pétaflopiques commencent donc atteignent donc la puissance du cerveau. Je vous rassure, on reste quand même plus performant en termes d'humains, parce que pour faire tourner notre cerveau, on a besoin juste de quelques kilowatts. Une machine pétaflopique, il lui faut 10 à 15 mégawatts. Donc c'est une petite centrale électrique. Les plus grosses, 90 pétaflops, il leur faut 150 mégawatts. C'est une tranche de centrale nucléaire. Donc on reste plus performant, peut-être pas pour longtemps, mais c'est encore le cas. Et le deuxième grand changement, ça a été la conception de puces électroniques qu'on appelle les puces neuromorphiques. Et ces puces ont la propriété de reproduire ou d'essayer de copier le fonctionnement du cerveau humain par couche, qui fonctionne par couche de neurones. Tant et si bien qu'il y a une accélération. Et en 2016, il y a un événement donc, dans le monde de l'intelligence artificielle qui a surpris tout le monde. C'est que pour la première fois, c'est une machine de DeepMind, de la société DeepMind qui appartient encore à Google. Cette machine, qui s'appelle AlphaGo, a été capable de battre le champion du monde du jeu de Go, donc en 2016, par 4 manches à 1. Alors je vous dis que c'est une révolution parce qu'on pensait ne pas atteindre ce niveau avant 2025. La raison c'est que le jeu de Go, c'est un jeu qui se joue sur un damier de 19 colonnes et 19 lignes. Et le nombre de combinaisons est énorme. C'est 10 puissance 170. Une machine hexaflopique ou pétaflopique, on est à 10 puissance 14, 17, 10 puissance 20. Donc la machine n'est pas capable, a priori, de battre l'homme. Et ce qui se passe, c'est que en lui injectant des dizaines de milliers, des centaines de milliers de parties passées, elle a appris. Et elle a été capable de battre ce champion mondial. Depuis, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'articles, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, nouvelle surprise, il y a une nouvelle machine, AlphaGo 2, qui a battu AlphaGo 1, et la différence, c'est qu'elle a appris tout seul. On ne lui a pas injecté des parties, elle a reproduit à l'infini un certain nombre de parties. À partir de ça, donc, elle a inventé. À partir de ça, elle a appris. Elle a battu AlphaGo 1. Vous voyez cette rupture, donc en termes de capacité à copier le raisonnement humain, capacité à apprendre de l'humain, mais aussi capacité à auto-apprendre. Vous rajoutez la vision et le langage, et on se rapproche de ce qu'est la conception de l'intelligence artificielle. Alors les utilisations, elles sont infinies. Je vais donner deux exemples. Prenez la médecine. En biomédical, c'est 500 000 articles de recherche qui sont publiés chaque année. On ne peut pas imaginer qu'un médecin puisse les lire. Donc il a besoin d'une machine d'intelligence artificielle pour retrouver les données compatibles avec ses recherches et l'aider à son diagnostic. On le voit aussi au niveau des banques, par exemple. L'un des enjeux dans les call centers, c'est la reconnaissance de l'identité, donc avec beaucoup de questions qui sont posées. La reconnaissance vocale aujourd'hui permet de le faire et on gagne à peu près 15% du temps au niveau des call centers grâce à la reconnaissance vocale. Donc l'impact en termes de productivité et de redéploiement du temps vers des tâches à plus forte valeur ajoutée est énorme. Et puis la cinquième rupture, c'est celle-là. C'est le smartphone. Alors pourquoi ? D'abord, c'est une machine qui est hyper puissante. C'est un teraflop, 1 milliard d'opérations par seconde. Cette puissance va être augmentée avec la 5G, avec notamment la capacité accrue sur la vidéo. Mais le véritable changement, c'est quand en plus de la reconnaissance vocale ou visuelle, cette machine va avoir accès à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est d'ici quelques années. Et à ce moment-là, elle va devenir votre assistant personnel. La rupture, je la vois, je vais vous donner un exemple. On est très inquiet aujourd'hui dans beaucoup de grandes villes de comment contrôler des Uber ou des Airbnb. Pour moi, du fait de cet appareil avec l'intelligence artificielle, ils vont disparaître parce que le jour où vous aurez besoin de commander un taxi, il vous suffira de dire à votre assistant personnel « commande-moi un taxi ».
et le taxi sera là, il se débrouillera pour aller trouver le meilleur taxi au meilleur prix aux environs. D'ailleurs, vous n'aurez même pas besoin de lui demander, il connaîtra votre agenda et il l'aura commandé au moment où vous en aurez besoin. Donc en fait, c'est cette instanciation de ces cinq ruptures technologiques, donc cette taille monstrueuse de données qui va en croissant, cette capacité des machines à les traiter, le cloud qui délocalise à façon, à volonté le traitement, l'intelligence artificielle et l'assistant personnel qui génère cette révolution de la donnée. Alors c'est bien de parler de révolution de la donnée, mais en quoi c'est une chance? Et en particulier, en quoi c'est une chance pour l'Afrique? Alors là-dessus, il y a une idée, en tout cas, je voudrais que vous reteniez. C'est une chance, déjà, surtout, parce que la donnée, ça permet de démultiplier la ressource. Parce que ça permet d'être infiniment plus efficace, et je vous donnerai 5 exemples. Or, l'Afrique est un pays qui est riche en ressources. C'est un pays qui est riche en ressources minières, en ressources pétrolières, en terres cultivables, c'est la première surface agricole au monde, en richesse humaine aussi, avec sa jeunesse. Et de plus, la meilleure utilisation des ressources permettra aussi à l'Afrique de répondre à la croissance, à la multiplication par 2 de sa population dans les décennies à venir. Mais je vais vous donner quelques exemples de comment est-ce que la donnée permet effectivement de démultiplier la ressource, avec 5 exemples. Le premier exemple, c'est celui de l'électricité. Aujourd'hui, dans le monde, on considère que l'on perd jusqu'à 20% de l'électricité produite du fait soit de fuite, soit de fraude. Donc, au niveau de l'ensemble, donc de bout en bout, de l'ensemble des réseaux de transmission, au niveau des interconnexions. Et la donnée permet, en digitalisant tout ce processus de distribution, d'anticiper où vont être les fuites, où vont être les fraudes, et les réduire quasiment à zéro. Même chose au niveau de la production. Je vous parlais de ces turbines avec 5000 capteurs. L'intérêt qu'une fois équipée de ces capteurs donc qui génèrent toutes ces données, la turbine elle fonctionne à 99,9% au lieu de 80-85%. Et vous augmentez là encore votre production de 5 à 10%. Tout en réduisant les arrêts intempestifs qui coûtent dans un certain nombre de pays dans le monde, y compris en Afrique, 1 ou 2% de points de PIB lorsqu'on arrête de livrer de façon intempestive ou qu'on interrompt la livraison de l'électricité. Donc, premier exemple, la multiplication de la ressource électrique. Il en va de même sur l'eau. Et l'eau est un enjeu au niveau mondial. On estime que l'on perd au niveau des conduites, au niveau des interconnexions, à peu près 20% de l'eau distribuée. Là encore, on peut virtuellement générer 20% de plus de volume d'eau grâce à la donnée en digitalisant le processus de distribution. Comme sur l'électricité, impact important de la donnée aussi au niveau de la production. Je pense que vous savez qu'au niveau de la production, il faut beaucoup d'électricité. C'est 50% du coût de production. Notre expérience à TOS, en Europe, en Afrique, c'est qu'on peut réduire de 30% cette utilisation d'électricité pour produire l'eau, grâce à un meilleur fonctionnement de l'ensemble des équipements. On gagne 30% de 50% du coût. Donc au niveau de la production, c'est 15%. Troisième exemple, c'est l'agriculture. Alors là aussi, l'utilisation de la donnée permet d'accroître la productivité des cultures, des champs, de 30, 40, 50%, voire 2 à 3 fois. Le concept, il est assez simple. Il y a en fait une infinité de décisions à prendre au niveau des plantations. Quelles semences prendre en fonction de quel type de terre, en fonction du taux d'humidité passé, attendu, quand est-ce qu'on arrose, avec quelle quantité, quel type d'engrais on met en fonction et quand, en fonction de la croissance de la semence. Vous voyez que c'est juste, on arrive à un nombre de combinaisons infini.
Là encore, la donnée avec la puissance de calcul permet de faire le bon choix. Et l'expérience montre que l'on peut multiplier, quand la donnée n'est pas utilisée, par 1,5 fois, voire 2 fois 3 la productivité des plantations. Quatrième exemple, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Et l'Afrique, là aussi, est très riche en termes de ressources naturelles. Je vais vous donner quelques exemples. Au niveau de l'exploitation pétrolière, il y a en fait une grosse partie du pétrole qui reste prisonnier des puits, des réserves. On a tendance à dire qu'on arrive à sortir 35, 40, 45% des réserves possibles. Aujourd'hui, donc les grands pétroliers utilisent des ordinateurs pétaflopiques pour faire les analyses du sol, et là c'est un nombre, les analyses sismiques, donc c'est un nombre phénoménal de données, et à ce moment-là on est capable de retirer quelques pourcentages de plus de ces puits de pétrole. Et quelques pourcentages sur l'ensemble des puits, 1 à 2%, c'est ce que consomme l'humanité en termes de pétrole par chaque année. Donc vous voyez l'impact démesuré. Le cinquième exemple, j'aurais aussi pu parler de la phase amont de recherche, donc de carottage ou de préforage, que ce soit pour les mines ou le pétrole. Ce sont des centaines, des milliers de puits donc, ou de carottage qui sont faits. On peut les diviser par 10 grâce à l'analyse de la donnée. Finalement, la santé, rapidement, je vous avais donné l'exemple du médecin et du nombre d'articles de recherche. Ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite et donc ça génère de la ressource médicale supplémentaire. Autre exemple, c'est l'hospitalisation à domicile qui permet virtuellement de multiplier le nombre de lits disponibles à l'hôpital. Et je pourrais continuer ainsi. Le nombre d'exemples est juste infini. Alors c'est bien beau, c'est une chance, mais toute chance, il faut la saisir. Alors, je pense qu'il y a d'abord, je pense, un état d'esprit à avoir. Il faut concevoir cette donnée comme une 5e dimension. L'homme a maîtrisé d'abord la dimension terre, puis la mer, puis l'air, en partie l'espace. De la même façon, il faut être capable de maîtriser ce domaine de la donnée. D'ailleurs, souvent les militaires en technologie sont en avance. L'ensemble des doctrines militaires, d'ailleurs, considèrent qu'elles ont affaire non pas à 4 dimensions, mais à 5 dimensions, la 5e dimension étant la dimension donnée. Moi, je crois qu'il y a, au niveau d'un pays, d'un continent, il y a 5 priorités pour justement être capable de tirer parti de la puissance de la donnée. Donc la première, c'est la formation. Il faut les compétences pour être capable de générer cette donnée, comprendre la donnée, l'analyser et puis développer les applications qui vont permettre de créer de la valeur donc à partir de ces données. Donc la formation en mathématiques, en technologie, en données, ce qu'on appelle les data scientists, est clé. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait si on mesure, si on forme assez de scientifiques? Pour moi, l'objectif, c'est à peu près 25% des formations supérieures, c'est-à-dire post-bac. Aujourd'hui, on est plutôt à 5-6% au niveau de l'Afrique, donc il y a un enjeu de formation qui, pour moi, est extrêmement important. Je fais un parallèle un peu osé, mais vous allez voir que j'arrive au même chiffre, c'est-à-dire que multiplié par 5 le nombre de formations. L'Inde, c'est environ 1,2 milliard d'habitants, donc c'est comparable à l'Afrique. Et l'Inde forme environ 500 000 ingénieurs en informatique par an. En Afrique, on est plutôt de l'ordre de 100 000. Donc vous voyez, si on compare, sans compter le doublement de la population en plus en Afrique, mais 500 000 fois 5, c'est pas un chiffre aberrant. Alors j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps et puis j'avais eu une des questions, on m'a dit oui, mais vous ne pouvez pas comparer l'Inde et l'Afrique parce que l'Inde, elle exporte des services informatiques. Je lui ai dit oui, alors l'Afrique aussi. Hein, vous regardez le Maroc, c'est une grande réussite. La Tunisie, c'est une grande réussite. Je peux témoigner. Donc à Atos, nous avons aujourd'hui plus de 3000 ingénieurs informatiques
en Afrique, et nous exportons des services numériques à partir du Maroc, à partir de Dakar, où nous avons un centre de services numériques de 300 personnes maintenant. En termes de formation, je pense qu'il y a un point à considérer, c'est qu'on peut la faire de façon différente grâce au digital. Parce que bien sûr, on va se dire, s'il faut former 5 fois plus d'ingénieurs ou de scientifiques, il va falloir 5 fois plus de professeurs. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est une chance. Et je donnerai comme exemple donc, les niveaux types de formation comme l'école 42, donc, qui a été créée par Xavier Niel, qui forme aujourd'hui 900 informaticiens par le e-learning, par l'apprentissage en groupe et auto-apprentissage. Il n'y a pas de professeur. Et les premiers élèves qui sortent rivalisent en termes de compétences informatiques en données et autres avec ceux des meilleures écoles. Et d'ailleurs, une première franchise de l'école 42 a été créée en Afrique du Sud, avec la première formation qui sort, cofondée par Camille Agon. C'est un très beau nom d'ailleurs, c'est We Think Code. Donc voilà, donc en termes de formation, il y a moyen de faire différemment pour accroître le nombre de formations. Deuxième enjeu, c'est les télécommunications et la connectivité, parce que bien sûr, il n'y a pas de données s'il n'y a pas d'Internet. Alors aujourd'hui, l'Afrique, en termes de pénétration du mobile, vous le savez tous, donc est très performante, avec une croissance forte. Je ne sais pas si on est à 60-70%, je crois que on compte 1 milliard de cartes SIM. Par contre, la pénétration d'Internet reste trop faible, c'est de l'ordre de 20%. Donc là, on voit bien qu'il y a une limite, donc il faut l'accélérer. Pour moi, il y a 2 pistes. Une piste, c'est l'investissement public. On dépense en Afrique à peu près 5 euros par personne en termes d'investissement public, en termes de télécommunications, d'Internet. Au Brésil, on est à 30. Dans les pays qui dépensent le plus, on est à 50. Donc il y a vraiment un enjeu d'accroissement. Pour moi, il faudrait passer à 35 milliards d'euros par an. Ça peut paraître énorme, mais aujourd'hui, l'investissement public en Afrique, c'est 8%. Le FMI estime que ça va passer à 9,5% du PIB, 8% du PIB, 9,5% du PIB, et on est dans les ordres de grandeur. Le deuxième levier, c'est d'aider l'investissement privé, et en particulier celui des opérateurs de télécom. Et là, l'enjeu, c'est peut-être pas trop de ponctions fiscales immédiates, en échange d'un investissement dans les réseaux, et on récupère au centuple ce qui est investi. Pourquoi ? Parce que l'économie digitale, aujourd'hui, au niveau mondial, c'est 22,5% de l'économie. En Afrique, c'est juste 5%. Rattraper d'ici 2025 la moitié du retard, ce que pense un certain nombre, grâce à l'Internet, ce que pense un certain nombre d'économistes, c'est à ce moment-là 300 milliards de PIB supplémentaires au niveau du continent. Rattraper l'ensemble du retard par rapport aux 22,5%, c'est 600 milliards. Le troisième levier que je vais peu développer, d'autant plus qu'il y a une table ronde, c'est l'e-government. Mais l'e-government, c'est un moyen d'accoutumer le citoyen à la donnée, à l'utilisation de la donnée, à créer des bases de données à travers les cartes d'identité électroniques, les passeports électroniques, à travers la digitalisation des services des États, à travers la digitalisation de la collecte de l'impôt, des taxes et des douanes. Le quatrième levier, c'est celui du paiement. Parce que l'économie de la donnée, c'est très vite une économie de l'échange. Et donc pour l'échange, assez vite, il faut de la monétisation. Il y a un enjeu de pénétration et d'accroissement du paiement électronique qui reste limité dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et là aussi, comme pour la formation, il y a des nouvelles solutions technologiques. Il y a par exemple tout ce qu'on appelle les néobanques ou les banques virtuelles, qui permettent de réduire très fortement les coûts de transaction. Je pense par exemple à une banque comme Stellar, qui offre des coûts, donc une banque virtuelle, qui offre des coûts de transaction à 0,01 euros ou dollars pour un virement ou pour la mise en place d'un microcrédit. Même chose, le blockchain
ou la crypto-monnaie sont des solutions pour accroître les possibilités de paiement électronique. Et je voudrais finir par un 5e levier, qui est celui de la cybersécurité. Parce que s'il n'y a pas confiance, il n'y a pas de protection de la donnée, il n'y aura pas de révolution de la donnée, il n'y aura pas de création de cette immense richesse que la révolution de la donnée peut créer. Alors tout le monde est terrifié par les chiffres sur la cybercriminalité. 1,5 milliard de comptes piratés en 2016 sur Yahoo, LinkedIn, etc. 1 milliard de dollars détournés. Tout le monde a entendu parler de WannaCry cette année. WannaCry 1, 2, il y aura le 3, 4, 5. Et ce sont des centaines de milliers de serveurs qui ont été piratés. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est surtout pas une fatalité. Ça se gère. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'Atos s'occupe, est le partenaire des Jeux Olympiques depuis Athènes, donc depuis une vingtaine d'années. Nous occupons de l'informatique des Jeux Olympiques depuis chaque année, donc tous les 2 ans, Jeux Olympiques d'hiver, Jeux Olympiques d'été. Eh bien, à Rio, donc 2016, donc nous occupons de la sécurité informatique, nous avons géré 570 millions d'incidents de sécurité. 570 millions. C'est 400 par seconde. Et vous avez tous vu, on n'a pas demandé de recourir le 100 mètres. Il n'y a pas eu de problème de cybersécurité. 4 ans auparavant, à Londres, c'était 350 millions d'incidents de sécurité. Donc vous voyez, en plus, c'est exponentiel. Par contre, ce n'est pas une fatalité. Donc ça se gère, c'est ce que je veux illustrer. La cybercriminalité, ça se combat et ça se vainc avec la cybersécurité. Et là, 3 exemples pour vous en convaincre. Chez Atos, nos experts en cybersécurité, nous estimons que 85% des attaques sont arrêtées, mais il y en a 15 qui passent, en moyenne dans le monde. Alors ça peut être 99 dans les entreprises, 1% qui passent dans les entreprises les moins protégées, puis beaucoup plus, les plus protégées, et beaucoup plus dans celles qui sont moins protégées. Mais 85% en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours un utilisateur qui fera l'erreur d'ouvrir un mail affecté, des serveurs qui n'auront pas été patchés, et puis de toute façon, dans tout ce que nous livrent les Microsoft et autres, il y a des failles de sécurité, et les pirates permettent de rentrer. Et donc on peut arrêter 85%. Ce qui est important, c'est une fois que le pirate a pénétré, c'est de l'arrêter. Et là, nous estimons qu'il faut en moyenne 190 jours. Voilà, on constate que les entreprises, les entités mettent 190 jours en moyenne à détecter l'attaque. C'est là qu'est le problème. Alors que bien équipée, une entreprise est capable d'identifier l'attaque en 2 minutes. Une fois qu'elle est identifiée, il faut 3-4 minutes avec les bons outils, les bons process pour l'arrêter. C'est en ça qu'à condition d'être traité, la cyber, on peut protéger la donnée. Je ne parle pas en plus des réglementations, nécessaires. Donc je voudrais conclure en quelques secondes sur la formidable opportunité que représente la donnée pour l'Afrique. Dans le monde de l'entreprise, l'écart se creuse entre les entreprises qui ont appris à créer, à maîtriser cette donnée, qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur processus et leur métier, par rapport à celles qui ne le font pas. Et le meilleur exemple, c'est la réussite incroyable des GAFA, qui sont devenus les premières entreprises mondiales. Je pense au Google, au Amazon, au Facebook ou aux Apple, qui ont une puissance extraordinaire. Cette puissance, elle vient de la donnée. Eh bien, au niveau des pays, au niveau des continents, l'enjeu est similaire. Mal maîtrisée, la donnée accroîtra la fracture nord-sud. Par contre, bien maîtrisée, en tirant parti des formidables richesses de l'Afrique, la donnée réduira, j'en suis persuadé, la fracture nord-sud. Je vous remercie de votre attention. Moi, je suis toujours d'accord avec tout. Oui, alors si vous êtes d'accord, on va procéder à une petite séquence de questions-réponses.
Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite intervenir? Bonjour, Daniel Maniscalco de la Société Communétique. J'ai une question à vous poser. On parlait pour l'Afrique qu'il y avait beaucoup de créativité, donc de créateurs, donc de start-up. Comment pensez-vous que les organisations gouvernementales, les parties prenantes de l'écosystème en Afrique ou même en Europe peuvent sécuriser, même s'ils sont très jeunes, leur sécurité informatique? D'abord, je voudrais rebondir sur votre premier point. Il y a effectivement une incroyable dynamique au niveau de l'Afrique en termes de talent, en termes de richesse. Je donnais l'exemple d'Atos. On a aujourd'hui plus de 3000 collaborateurs en Afrique. J'ai mentionné le Maroc et le Sénégal, mais nous avons des centres de compétences dans de nombreux pays, comme en Algérie, avec un centre de compétences cloud et cloud privé, en Côte d'Ivoire, un centre de compétences télécommunications, ou en Afrique du Sud aussi, avec une richesse de talents extraordinaire. Nous aidons un certain nombre de startups à incuber. Nous sommes partenaires d'un certain nombre de sociétés, une très visible d'ailleurs dont on va parler aujourd'hui, qui est InTouch. Donc l'enjeu de la sécurisation, pour moi, c'est de créer des pôles ou des technopoles qui accueillent ces startups. Et à ce moment-là, on est capable de les sécuriser, parce que face à la cybercriminalité, c'est possible de sécuriser. C'est une bataille, c'est une course continue, mais c'est tout à fait faisable. Bonjour. Bonjour. L'industrie informatique est majoritairement anglo-saxonne, tous les GAFA sont anglo-saxons, et on constate aujourd'hui que l'Afrique anglophone est un petit peu en avance par rapport à l'Afrique francophone. C'est peut-être lié au gouvernement, mais c'est peut-être aussi lié au fait que l'industrie anglophone pousse beaucoup. Il y a des champions français, Atos, Orange, peut-être demain OVH, qui s'intéressent à l'Afrique. Quels conseils donneriez-vous à l'Afrique francophone pour essayer de capter encore plus d'investissements dans le domaine numérique? D'accord. D'abord, je voudrais rappeler que Atos est extrêmement ambitieux sur l'ensemble de l'Afrique, et en particulier sur l'Afrique francophone. On a en tête d'atteindre plus de 5000 collaborateurs d'ici 2020, et c'est vrai que c'est en majorité sur l'Afrique francophone. Les talents sont là. À nos côtés, vous l'avez cité, il y a un certain nombre d'entreprises très dynamiques, en particulier Orange. Je pense que nous, justement, pour accroître cette pénétration du digital en Afrique, on a une stratégie, on a une conviction très très forte qui est celle de l'inclusion. On a une politique, et c'est celle que j'ai mise en place donc, au niveau de la région que je gère, qui est l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. L'ensemble de nos développements, on le fait avec des ressources humaines locales. Et donc, quand je parlais de nos 3000 collaborateurs, donc y compris le management, à part peut-être 1, 2, 3, 5 exemples, ça va se compter sur le doigt de la main le nombre d'expatriés que l'on a en Afrique. On développe l'ensemble de notre activité avec des collaborateurs africains. Donc cette politique d'inclusion, on fait en sorte qu'ils soient capables de profiter du savoir-faire du réseau d'Atos, puisque Atos est une entreprise de plus de 100 000 personnes, de près de 100 000 personnes aujourd'hui. Je crois que l'inclusion, elle est clé, et j'encourage, si je peux me permettre, l'ensemble des gouvernements, des administrations et autres, d'exiger pour tout développement, et en particulier quand on parle d'e-gouvernement, d'exiger que l'ensemble des développements soient faits par des entreprises dont
les collaborateurs sont présents sur le sol africain. Parce qu'à ce moment-là, l'impact est démultiplié. Parce que vous créez la compétence, l'écosystème, vous utilisez les startups et vous allez beaucoup plus loin. Pour moi, ça devrait être une politique extrêmement forte. Et bien sûr, en tant qu'acteurs, on est ravis de les accompagner. Pardon ? On va s'arrêter là ?